Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. La crise du logement atteint des chiffres tristement records. 350 000, c'était le nombre de personnes sans domicile en France en 2024, en hausse de 6% sur un an et de 145% depuis 2012, sans parler des 4,2 millions de personnes mal logées. À cela s'ajoute pour les propriétaires la hausse de la taxe foncière, les normes énergétiques, les nouvelles contraintes d'urbanisme. Bref, la crise du logement, on en parle avec vos deux invités, Alexandre Jean Ferrando, président de Propriétaires 47, et Caroline Aldebert, membre fondateur de l'association 10 millions de copropriétaires. Bonjour. Bonjour à vous et aux auditeurs. Bonjour Jean Ferrando, bonjour Caroline Aldebert. Bonjour à tous. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'il y a un effondrement de l'offre locative. L'offre locative n'a jamais été aussi basse en France. Or, moi, ça me bouleverse parce que j'ai des enfants qui doivent démarrer leur vie, et ça touche les jeunes principalement, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et donc, s'il n'y a pas d'offre locative, je ne sais pas comment ils vont démarrer leur vie. Et puis, ça me bouleverse aussi parce que l'énorme masse des petits propriétaires, ce sont très souvent des gens qui ont acheté un bien pour avoir un complément de retraite. Donc, on touche à un désastre qui frappe l'ensemble de la société. Jean Ferrando, vous êtes président de Propriétaires 47. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de nous planter collectivement ? Alors, merci Alexandre Jardin. Les normes aujourd'hui sont telles qu'on rajoute des couches sur des couches et on démobilise les propriétaires. Maintenant, le DPE nous en rajoute aussi une couche. Les squats que l'on ne peut pas récupérer. Les DPE, donc, qui sont partout en Europe indicatifs et chez nous contractuels, ce qui pose un gros problème de choix. Et les baux, et autre point très important qui permettrait, comme on en avait discuté, de raccorder 8 Français sur 10, pardon, excusez-moi, oui. à notre cause, c'est que il faut loger tout le monde, et pour loger tout le monde, il faut que les baux soient plus simples. D'autre part, je reviendrai dans notre entretien. D'autre part, la taxe foncière, c'est le seul qui reste en France, qui est la seule en Europe. Il n'y a pas de taxe foncière nulle part en Europe, même dans le monde, et qui est aujourd'hui payée uniquement par les propriétaires pour faire fonctionner les municipalités, alors que tout le monde utilise ces services-là. Je vais donner la parole à Caroline Aldebert sur... vous avez cité un mot, les DPE. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fout un souk intégral sur le marché du logement ? Caroline. Alors, pour le DPE, effectivement, ce qui est arrivé il y a une petite quinzaine d'années, tout d'abord. Moi, on a acheté notre bien en 2012, était déjà mis en place ce fameux DPE qui, au départ, était juste un indicateur qui permettait de savoir si, effectivement, votre logement avait de l'amiante ou l'immeuble avait de l'amiante. Voilà, vous avez les premières informations de comment était chauffé l'immeuble, etc. Bon, ça coûtait déjà cher. On revendait parce que mine de rien, il faut payer à chaque fois payer donc ces cabinets d'audit. Et puis ça a pris l'ampleur en fait. Est arrivé le Grenelle de l'environnement et c'est là où la machine s'est mise en marche et il fallait faire toujours plus sur l'écologie. Donc c'est comme ça qu'a été mis en place en fait ces systèmes de DPE, de classification comme on a nos ampoules, qui vont nous dire si c'est un classement en abécédaire. Et qui coûte extrêmement cher pour le propriétaire, mais également pour le propriétaire bailleur. Et ça a sorti combien de logements de l'offre ? Parce que c'est bien ça le problème. Je ne saurais pas vous dire, effectivement. 1 300 000. Ça veut dire que... 000. Alors aujourd'hui, on manipule le DPE parce que les pouvoirs publics s'aperçoivent que 850 000 logements vont sortir de suite. Et on manipule le DPE en modifiant des coefficients internes qui sont même obsolètes. Un seul exemple, le coefficient électricité qui jusqu'à maintenant était de 2,3. Je ne sais qui s'occupe des DPE l'a fait passer à 1,9. Les Allemands ont fait la même chose, ils l'ont passé à 1,7. En Allemagne, que je sache, l'électricité est beaucoup plus carbonée que la nôtre. Donc ce système de DPE
doit rester indicatif. Quand vous achetez une voiture, on vous dit qu'elle consomme 5 litres au 100. Si elle consomme 6 litres, ben, c'est parce que peut-être vous conduisez mal ou parce qu'il y a quelque chose, mais c'est pas la faute du fabricant. Mais ça veut donc dire qu'on est dans une logique d'exclusion du marché de centaines de milliers de logements au moment où la France n'en construit plus. C'est ça ? Exactement. Et au moment où les propriétaires sont, comment dirais-je, désabusés, désappointés, alors que des choses beaucoup plus simples pourraient être mises en place. Faire un DPE indicatif, vous achetez, vous louez un logement qui est en G, ben vous savez qu'il va consommer un peu. Bon, mais si vous le voulez pas, vous le louez pas. Oui, pardon. Caroline Aldebert, quand les gens ne peuvent pas payer les travaux, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est très simple. Nous, ce qu'on voit en discutant avec d'autres propriétaires, c'est qu'on a effectivement des travaux qui se mettent en place. Des travaux qui sont extrêmement onéreux. Le fait qu'il y ait une problématique en copropriété, on a une loi qui n'a pas évolué, qui date de 65, un décret de 67, oblige en fait... une fois qu'en fait les votes sont passés en assemblée générale, tout le monde est obligé de payer. On n'a pas vraiment de recours, si ce n'est une demande d'annulation et qui prend du temps par rapport à notre système judiciaire. Soyons concrets, les gens reçoivent des notes. Alors attendez, de quel ordre ? J'arrive, parce que tout dépend, les gens. Là, j'en discutais un petit peu plus tôt au téléphone avec une personne de 10 millions de copropriétaires qui s'appelle Adam, qui est dans le pays de Gex. Pour ma part, on va prendre tout d'abord pour ma part, les travaux de copropriété et d'isolation thermique ont coûté à peu près 1 million d'euros pour 125 lots sur 2 bâtiments. Un total de 125 lots sur 2 bâtiments. Ce qui représente une enveloppe, pour ma part, de 15 000 euros. En supposant que vous avez des problématiques de payer 15 000 euros, vu qu'il y a une obligation légale de quoi qu'il en soit, c'est de s'acquitter de ses charges, va être mis en place par les syndics un système pour vous obliger à payer. Et donc, si vous n'êtes pas capable de payer, parce que je ne sais pas, vous avez eu des problèmes dans votre vie, vous êtes malade, vous avez perdu votre emploi, si vous vous retrouvez à ne pas pouvoir payer, on vous saisit l'appartement. Donc derrière, il y a un système en fait de prédation qui s'est mis en place. C'est le même système, pardon si je vous coupe, c'est le même système dans certaines grandes villes où les DPE F et G sont scrutés par certaines municipalités pour obliger les propriétaires à vendre à des prix très très bas et pouvoir faire derrière autre chose. Mais par rapport au coût moyen de la rénovation énergétique, c'est un chiffre de l'INSEE, ça coûte en moyenne 13 600 euros et écoutez bien, ça permet un gain annuel moyen de 150 euros. C'est-à-dire qu'il faut 91 ans pour le rentabiliser. C'est son isolation. Donc ça n'a aucun sens. Est-ce que dans un pays normal, cette loi absurde n'a pas à être retirée, quoi. C'est d'une absurdité extraordinaire. En enclenchant une logique de prédation. Exactement. Voilà, absolument, alors, absolument. Si je peux me permettre, c'est que ça va plus loin. C'est que dans un grand nombre si vous voulez bien, pardon, je vous coupe, Caroline Aldebert. On reprend cet entretien dans un tout petit instant. Restez bien avec nous. Et puis, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Oui, Caroline Aldebert, je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association 10 millions de copropriétaires et je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous étiez en train de nous dire quoi qui vous paraît effarant ? On est en train de parler des cabinets d'audit, de tout ce qui se met en place effectivement avec tout ce système de prédation. Il y a vraiment... il faut voir ça d'une façon globale. Une fois de plus, comment tout un système s'est mis en place. Derrière tout ça, on a des cabinets d'audit. Hier soir, je me suis amusée, comme je savais que j'allais vous rencontrer aujourd'hui, je me suis amusée à me mettre sur le site qui s'appelle infonet.fr et rechercher le RCS d'une société qui s'appelle ACO, qui est une société qui fait les cabinets d'audit. Donc en fait, on a des engrainements d'audit qui se passent par exemple de notre copropriété systématiquement pour mettre en place des économies d'énergie parce que ce n'est jamais assez propre, assez bon. On prend l'exemple de ACCEO qui est disponible donc sur infonet.fr et en fait le chiffre d'affaires de cette société, c'est juste un cabinet d'audit, ni plus ni moins. C'est-à-dire que à part avoir 2 bureaux, 3 ordinateurs, 3 voitures et puis certainement payer un restaurant, il représente quand même un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. D'accord ? Vous êtes en train de dire,
je vous coupe. Vous êtes en train de dire qu'autour de cette loi DPE, il y a toute une économie sangsue qui est en train de se greffer et qui fait exploser les notes des gens. Exactement. C'est exactement ça. Jean Ferrando, vous êtes président de Propriétaires 47. Revenons sur cette histoire de DPE, parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de détraquer entièrement l'offre. Que disent les gens de votre association? Est-ce que vous pouvez nous citer un cas particulier? Alors, les gens de nos associations sont paniqués parce que d'abord le calcul du DPE n'est pas obligatoirement très fiable. Il suffit que vous remplaciez un chauffe-eau électrique par autre chose, ou vous supprimez carrément le chauffe-eau électrique et vous gagnez 2 lettres. Donc c'est quelque chose d'aberrant. Oui, donc en fait on est hors logique. On est hors de toute logique. On n'est pas contre qu'il y ait des indicatifs par rapport au logement, mais il faut qu'ils soient indicatifs. Après, les gens choisissent de leur plein droit. Quand on vous dit que, 13 700 euros de travaux en moyenne pour 150 euros de résultats réels, économiques, et que la France pollue 0,89% de la planète, 3 villes de Chine font beaucoup plus que nous, hein, donc et l'habitation représente que 18% des 0,89% de pollution. C'est pas moi qui le dis, c'est un climatologue. Alors moi je reçois au Mouvement des Gueux, on reçoit de plus en plus de témoignages de maires qui dans leur commune disent que ils agrandissent leurs campings municipaux tout simplement pour accueillir des gens qui ne trouvent pas, des gens qui gagnent 3 000 euros et qui ne trouvent pas à se louer, qui ne trouvent pas à se loger. Et on a un développement absolument incroyable des travailleurs qui dorment dans leur voiture. Alors... Absolument, et c'est pour ça que, M. Jardin, c'est pour ça que nous on propose des baux libres, qui soient traités sur une simple feuille de papier en recto verso au pire, au lieu des baux aujourd'hui où il y a 27 pages, plus 100 pages de diagnostic en tout genre. Et le bail libre, comme il est pratiqué, c'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'on propose, c'est ce qui existe dans les pays scandinaves, au Canada, M. Jardin, aux États-Unis. Ce n'est ni de droite ni de gauche. On loue un logement 7 ans par mois. Si on laisse un mois de garantie, et si au bout d'un mois c'est pas payé, ben on se quitte et point à la ligne. Et là, vous remettrez sur le marché tout un tas de personnes, comme vous dites, M. Jardin, qui gagnent de l'argent mais qui sont des travailleurs pauvres, et vous remettez des milliers de logements sur le marché parce que les propriétaires auront plus peur. Ils vont dire, bon, mais s'il y a une difficulté, parce qu'aujourd'hui, les logements, vous avez un locataire, si jamais il ne paie pas et qu'il est plus ou moins aiguillé d'une manière ou d'une autre, il peut rester. Moi, dans ma petite cour d'appel d'Agen, c'est 3 départements, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Gers, il faut 24 mois. Écoutez bien, 24 mois de procédure judiciaire pour avoir un jugement définitif, et après plus de 6 mois pour le préfet l'expulsion, et qui ne la donne, c'est 1 fois sur 10. On est en ligne avec Oriane qui nous appelle de Narbonne. Oriane, bonjour, vous êtes paysagiste, vous bonjour. Avez 28 ans et vous aussi vous avez des choses à dire sur cette crise du logement. Bonjour Oriane. Bonjour. Je peux parler sur différentes choses, mais moi je suis propriétaire, j'ai la chance d'avoir un grand logement, de pouvoir vivre en ruralité. Oui. Donc vous êtes par chez moi. C'est vrai. Oui. Moi je suis côté Hérault Minervois, donc on est très peu, mais on voit énormément de maisons vides. Donc j'aimerais solliciter un peu vos avis là-dessus, parce que moi j'ai rénové une grange, grande grange en pierre, magnifique, pour mon goût de la pierre. Mais dans le hameau où j'habite, il y a 100 maisons, mais sur 100 maisons, on est 10 maisons rénovées et personne ne veut y habiter. Pourtant, il y a les écoles, et pourtant je suis à 2 heures de Narbonne, qui a pourtant du travail et de nombreux terrains ruraux à valoriser. Et je me suis débrouillée, même si je suis jeune, c'est ma 2e maison, à rénover seule. Donc sans aide de l'État, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Caroline, alors elle va vous répondre. Elle va vous répondre.
Il y a effectivement le droit de propriété en France où les gens effectivement achètent un bien, peuvent acheter plusieurs biens et après en font et en disposent comme ils le veulent. Donc je ne peux pas effectivement parler effectivement sur votre secteur, les raisons pour lesquelles ces gens effectivement laissent en abandon ou pas leur logement. Est-ce que ce sont des étrangers, est-ce que ce sont des Français, est-ce que etc. Donc en gros, est-ce que le DPE moi, je peux vous répondre est en train d'empêcher la rénovation? Oui. Alors. Ça, c'est une des grosses questions, effectivement. Le DPE peut complètement bloquer aussi là-dessus des biens qui ne seront pas. Les coûts sont extrêmement faramineux. Si vous pouvez juste me permettre de laisser vous avez finir. par exemple, vous venez de parler, pardon d'intervenir, mais vous venez de parler de belles maisons en pierre, magnifiques, etc., très anciennes, comme nous avons dans les centres-villes des maisons avec des colombages, etc. Ils sont pas classés A, B ou C, ils sont fatalement classés F ou G parce que personne ne peut donner effectivement le R de la résistivité thermique de tel ou tel matériau, et donc par défaut on les classe mal alors que c'est des immeubles qui pourraient très bien être loués effectivement, et donc les gens veulent pas louer parce que s'ils sont étiquetés G ou F, ça va consommer théoriquement. Caroline. Et comme l'électricité est pas chère, c'est vrai que c'est un nouveau, ça se rajoute. Caroline... En fait, on a une problématique qui va être très simple. C'est que ce DPE, quoi qu'il en soit, ne prend pas du tout en cause la typologie, on va dire, du bien. C'est-à-dire que un immeuble de 70 est effectivement très confortable, il n'y a pas de problème. Une maison en pierre de l'an 1800 est aussi très confortable. Il y a juste à faire les améliorations que les gens ont fait au fur et à mesure des années qui sont arrivées. Donc non, il y a tout les immeubles en pierre sont mal classés. Il fait ni à faire. Ouais. Et qui pose un vrai problème, effectivement, sur l'achat, qui va poser un vrai problème sur la vente, parce que quoi qu'il en soit, il va falloir poser des diagnostics, payer des structures, effectivement, et qui vont coûter extrêmement cher. Alors, on va savoir s'il y a effectivement un insecte, s'il y a effectivement, dans ce cas-là, un parasite divers et variés qui va être présent dans la maison, mais en même temps, il faut dire s'il tient chaud, pas chaud, l'habitat. J'ai envie de dire, arriver à un moment, laisser les gens vivre et choisir leur bien. S'ils ont envie d'avoir une maison troglodyte, c'est leur choix. S'ils veulent vivre dans un appartement très contemporain de l'an 2000, c'est leur choix aussi. Là-dessus, il va falloir qu'effectivement, qu'il y ait vraiment une mise en place qui soit faite pour libérer tout ce système de DPE derrière. Et comme je dis, derrière, c'est juste faire fonctionner des sociétés, des cabinets de conseil, c'est tout. Là, j'ai ouvert là sur mon deuxième écran le diagnostic de mon immeuble, qui vient de sortir l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux entre 2000 et 2002, super travaux de façade, on a fait l'étanchéité des sols, etc. Ça nous a coûté donc une fortune, parce que là, j'ai mis juste les façades, 1 million d'euros. Mais on a eu des phases 1, des phases 2 pour différents types d'isolation. D'accord ? Et on a quand même ce même cabinet qui nous a conseillé de faire tous ces travaux, qui nous a un diagnostic en disant que notre performance d'isolation de notre immeuble est insuffisante. Alors sur quel grille de critères il se base ? On ne l'a pas l'information. On n'a pas d'éléments techniques qui permettent de justifier, mais sur quelle base, sur quel grille de critères, on a payé 1 million d'euros et on se retrouve avec encore une classification insuffisante. Et en fait, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Mais pardon si je vous coupe, ils vont être incapables de vous dire la note qu'il a, puisqu'à partir du 1er janvier 2026, ça va encore changer. Exactement, et c'est pour ça qu'on vous dit que le diagnostic d'aujourd'hui est valable que 2 ans. Alors rapidement, c'est un sujet qui vous fait réagir. On accueille rapidement Cédric qui nous appelle de Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Je suis content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on entend des propriétaires. Moi, je suis locataire. Oui. On a des problèmes. On galère parce que le propriétaire a fait une location qui est un peu bizarre, mais on l'a accepté comme ça, mais ne sachant pas comment ça allait être. C'est-à-dire que c'est une vieille maison vigneronne qui est dans les alentours biterrois, et on se retrouve avec un garage en bas qui n'est pas isolé, un appartement au-dessus qui n'est pas isolé, puisqu'il n'y a que la toiture, et nous on est entre les deux. Et c'est-à-dire qu'en moyenne, dans le fort de l'hiver, on dépense près de 1 000 euros de fuel par mois. Quand on demande au propriétaire de faire le dernier DPE, il est passé en F, et l'année prochaine il passera en G.
On a une grosse problématique parce que monsieur ne veut pas faire les travaux, parce qu'il s'estime que la maison, et c'est texto parce que je l'ai fait faire valoir par on a eu un médiateur qui est venu, un conciliateur qui est venu, et il a dit devant le conciliateur, je veux pas faire de travaux parce que la maison a un cachet. Voilà. Pour lui, la maison a un cachet, donc il veut la garder comme ça. Donc c'était pas prévu comme ça à la base, il devait nous faire les travaux et tout ça. Ça fait 7 ans que je me bats avec le propriétaire. 7 années que je me bats. J'ai des enfants en bas âge, j'ai une fille qui a fait une pneumonie, elle a failli en mourir l'année dernière, mais non, ça dérange personne. Ça dérange personne. J'ai beau appeler l'agence immobilière, tout ça, il n'y a personne qui bouge. Alors, je m'étais battu et je lui avais dit, excusez-moi, je suis sur un chantier, je m'étais battu, je lui avais dit qu'en fait, je pouvais faire le 1 euro pour faire comment on appelle ça, les isolations, donc sur les combles d'en haut, qui est à la base un appartement, mais qui est des combles, parce qu'il n'y a pas de mur en soi. Il m'a dit non, et finalement j'ai réussi, en voulant essayer de gratter un peu, j'ai réussi à le faire. Mais comme il avait un droit de passage, il est passé des dizaines de fois. Tout a été aplati. Et faut recommencer. Écoutez, merci Cédric pour votre témoignage grave. Vous disiez que personne ne bouge. En tout cas, nous, on en parle sur Sud Radio avec Alexandre Jardin. Merci d'être intervenu. Merci Jean Ferrando, président de Propriétaires 47. Merci Caroline Eldebert, membre fondateur et de l'association 10 millions de copropriétaires. Oui. Et merci Oriane d'être intervenue.